Ils nous regardaient comme si on essayait de leur envoyer un fax sur TikTok. Des dinosaures coincés dans le passé, incapables d'accepter le progrès. Pendant des années, à chaque fois qu'on se plaignait des écrans tactiles, les constructeurs répondaient qu'on devait juste s'adapter. Quand on demandait où était passée la roue de secours, on nous tendait une bombe anti-crevaison et un numéro d'assistance. Quand on demandait pourquoi une voiture à 50 000 € n'avait même plus de jauge d'huile, on souriait en disant que l'ordinateur s'en chargerait. Sauf qu'en 2026, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les constructeurs font marche arrière. Pas parce qu'ils ont soudain découvert le bon sens, mais parce que les régulateurs leur ont tordu le bras. Les ventes ont chuté, les clients se sont révoltés. Le responsable du design chez Volkswagen a admis publiquement que supprimer les boutons était une erreur. BMW a discrètement remis des roues de secours sur le X3 et Euro NCAP a annoncé qu'à partir de janvier 2026, les voitures sans commande physique pour des fonctions de base seraient pénalisées dans les évaluations de sécurité. C'est votre victoire. Chaque plainte postée, chaque coup de gueule sur les forums, chaque refus d'acheter leur machine obsédée par l'écran, tout ça a marché. Aujourd'hui, on va compter 11 fonctions que les constructeurs avaient supprimées. Et ce qui est enfin en train de changer. Certaines sont déjà de retour, d'autres reviennent bientôt. Et pour quelques-unes, le combat continue. Si tu suis cette chaîne, tu sais qu'on documente cette folie depuis des années. Et si, comme moi, ça te soulage de voir la raison revenir enfin dans les intérieurs, abonne-toi, parce qu'on va continuer à tenir les constructeurs responsables jusqu'à ce que chacune de ces fonctions soit restaurée. On commence par le plus gros retournement. Numéro 11. Les boutons physiques pour la climatisation et l'audio. Et là, ce n'est pas seulement un retour, c'est en train de devenir une exigence. À partir de janvier 2026, Euro NCAP va pénaliser toute voiture qui n'a pas de commande physique pour 5 fonctions jugées critiques. Les clignotants, les feux de détresse, le klaxon, les essuie-glaces et le système d'appel d'urgence. Si un constructeur enfouit ça dans des menus d'écran tactile, il perd des points et donc des étoiles. Et comme environ 90% des acheteurs européens regardent ces notes avant d'acheter, ce n'est plus une option, c'est un passage obligé. Mais ce qui est vraiment accablant, c'est que les chiffres existent déjà. En 2022, le magazine automobile suédois Vibilegare a testé 12 véhicules pour mesurer le temps nécessaire à réaliser des tâches basiques en roulant à 110 km/h. 4 tâches simples: activer le siège chauffant, augmenter la température de 2 degrés, démarrer le désembuage et régler la radio sur une station précise. Résultat, une Volvo V70 de 2005 avec des boutons physiques a bouclé ça en 10 secondes. Pendant ce temps, le conducteur a parcouru 306 mètres. La MG Marvel R avec son écran géant, elle a mis 44,9 secondes. Le conducteur a parcouru 1372 mètres, plus d'1 kilomètre, les yeux qui alternent entre la route et un écran. La BMW iX a eu besoin de 30 secondes, la Volkswagen ID.3 de 25,7 secondes. On parle de véhicules premium à 50 000 ou 100 000 €. Et une Volvo vieille de 17 ans les a humiliés sur un test d'ergonomie basique. Volkswagen a déjà commencé à reculer. Le chef du design, Andreas Mind, a déclaré à Autocar « Nous ne referons plus jamais cette erreur ». Le nouvel ID. Polo dévoilé fin 2025 revient à des boutons physiques pour la clim et l'audio. La Golf et le Tiggan restylé récupèrent de vrais interrupteurs. Hyundai aussi recule. La marque a remis des commandes physiques sur le Tucson, le Palisade et le Santa Cruz, après des focus group où les gens ont été surpris de découvrir à quel point on déteste les écrans pour les fonctions de base. Porsche ramène des boutons pour le PCM. Même Ferrari a reconnu que ses commandes tactiles sur le volant n'étaient pas parfaites à 100%. Le culte de l'écran est en train de reculer et Euro NCAP vient de verrouiller la porte derrière lui. Numéro 10, la roue de secours. Pendant plus de 10 ans, les constructeurs se sont convaincus que les pneus Runfla et les kits de mobilité pouvaient remplacer une roue de secours simple et fiable. Ça leur faisait gagner du poids. Ça libérait de la place dans le coffre. Sur une fiche technique, ça faisait moderne. Sauf qu'ils ont oublié le reste. Un pneu Runfla, ça coûte 250 à 350 € pièce contre 80 à 120 € pour un pneu classique.
ça durcit le confort. Et dans les zones rurales, ces pneus sont souvent difficiles à trouver. Quant aux bombes anti-crevaison, elles détruisent le pneu de manière permanente. Donc si la crevaison est trop grosse, tu appelles quand même une dépanneuse. Et pendant des années, BMW a été l'un des pires élèves. Toute la gamme partait sans roue de secours. La réalité, c'était surtout du cost-cutting et une marge confortable sur des run-flat hors de prix. Sauf que regarde la fiche technique du BMW X3 2025. Pour la première fois depuis longtemps, tu peux choisir une roue de secours en option. Le X3G45 propose une roue galette autour de 200 livres. C'est encore payant, mais le simple fait que ce soit possible marque un vrai recul. Le G45 revient aussi à des pneus non run-flat en série sur plusieurs finitions. Et des utilisateurs de forums disent que le confort de conduite s'est nettement amélioré. BMW aurait fait des ajustements similaires sur la série 7G65. Pourquoi ce changement? Parce que les clients ont hurlé. Parce qu'un propriétaire BMW a raconté sur Beamerfest une galère de 1400 unités après une crevaison, bloqué pendant des heures à attendre un remplacement spécifique. Parce que le marché de l'occasion a sanctionné les modèles sans roue de secours. Tu peux encore choisir le kit de mobilité BMW à la place de la roue, sans coût supplémentaire. Mais le fait que la roue de secours redevienne la solution par défaut dit tout. Ils se sont lourdement trompés. Le combat n'est pas fini. La plupart des constructeurs continuent de livrer sans roue de secours. Mais le revirement de BMW prouve une chose, c'est possible, quand suffisamment de clients refusent d'avaler l'alternative. Numéro 9, de vrais panneaux de climatisation avec de vraies molettes. Ça suit la révolte des boutons physiques, mais ça mérite une mention à part entière, parce que la climatisation a été le canari dans la mine. Tu te souviens de l'époque où toutes les voitures avaient 3 molettes? Température, vitesse de ventilation, orientation. Tu pouvais régler ça sans regarder. Ton passager pouvait ajuster son côté sans interrompre ta conduite. Le système a fonctionné comme ça pendant 50 ans. Puis quelqu'un a décidé qu'un panneau plat tactile ferait plus premium. Et d'un coup, pour changer la ventilation, il fallait 2 pressions et un balayage. Pour la température, il fallait quitter la route des yeux. La clim bizone est devenue un menu caché à 3 niveaux de profondeur. La réaction a été immédiate, et elle n'a jamais vraiment disparu. Et là, les constructeurs commencent enfin à écouter. Le Hyundai Palisade 2026, malgré ses 2 écrans énormes au tableau de bord, montre des boutons physiques et des molettes pour la clim. Le Tucson est revenu à des commandes physiques pour la clim et l'audio. Le Kona a certaines des meilleures commandes physiques de sa catégorie. Mais attention au moment d'acheter. Certains modèles Hyundai, comme le Santa Fe récent, utilisent encore des panneaux haptiques pour la clim. C'est à peine mieux que l'écran tactile. Donc, il faut vérifier la finition exacte. Volkswagen est plus clair sur son revirement. L'ID Polo, présenté fin 2025, revient à des boutons piano, physique pour la clim et l'audio, rétro-éclairé, tactile, impossibles à déclencher par erreur. La Golf et le Tiguan restylé récupèrent de vrais interrupteurs. Et Mazda mérite d'être cité parce que la marque n'a jamais lâché le combat. Le CX-30 et le CX-5 gardent de vraies molettes de clim. Et le succès commercial de Mazda prouve que les clients le remarquent. Dacia, pareil. Des commandes de clim avec de vrais interrupteurs sur toute la gamme. Et ils vendent plus que jamais. La leçon est simple. La clim, ce n'est pas de l'infodivertissement. C'est une fonction essentielle, réglée en permanence. L'enterrer dans du logiciel n'a jamais été du progrès. C'était du cost-cutting déguisé en innovation. Numéro 8, la jauge d'huile. Celle-là me met hors de moi parce qu'elle résume tout ce qui ne va pas dans l'ingénierie automobile moderne. Un composant qui coûte peut-être 2 € à fabriquer, qui marche depuis un siècle, qui te donne une information immédiate et fiable, remplacé par un capteur à 250 € planté dans une huile bouillante en attendant de tomber en panne. Tu te retrouves à faire confiance à un capteur ridicule pour savoir si ton moteur, lui, un bloc à 20 000 €, est en train de se rapprocher d'un serrage. BMW a supprimé les jauges d'huile autour de 2006. Justification: des études de marché montraient que les clients les utilisaient rarement. Mercedes a suivi, Audi a rejoint le club. Et les problèmes ont commencé immédiatement. Des témoignages racontent des capteurs de niveau d'huile électronique totalement incohérents. Une semaine, la voiture dit d'ajouter un quart. La semaine suivante, elle annonce que c'est trop rempli.
alors que rien n'a changé. Et évidemment, ces capteurs finissent par lâcher, coincés dans un environnement chaud, contaminé, agressif. Et le pire, c'est quand on met les chiffres bout à bout. La documentation BMW indique que certains moteurs peuvent consommer jusqu'à un quart d'huile tous les 800 à 900 miles normalement. En parallèle, ils recommandent des intervalles de vidange à 15 000 miles. Si ton moteur contient environ 7,5 quarts, ça veut dire qu'entre 2 entretiens, il pourrait théoriquement te falloir 16 quarts. Le calcul ne tient pas. Et sans jauge, le propriétaire n'a aucun moyen de vérifier la réalité contre ce que raconte l'écran. Mais voici la victoire partielle. Les V8 BMW des séries 7 et 8 ont en réalité conservé une jauge physique. Ils l'ont juste planquée au fond du compartiment moteur, près de la boîte à air, puis ils ont poussé les propriétaires à utiliser l'écran à la place. La jauge était là depuis le début. BMW a simplement fait comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui au moins, ils en reconnaissent l'existence via la documentation d'entretien. En revanche, sur les 6 cylindres N54, N55 et B58 qui motorisent une grande partie de la gamme, il n'y a réellement pas de jauge. Tu dépends entièrement d'un capteur qui baigne dans une huile chaude et sale. Le combat continue, mais le simple fait que des jauges existent encore sur des BMW haut de gamme prouve qu'ils savent, au fond, que le tout électronique était une erreur. Numéro 7. Les moteurs atmosphériques. Le grand basculement vers le turbo devait offrir une meilleure consommation avec une puissance équivalente. En laboratoire, ça fonctionne. Dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Un moteur turbo, ça vient avec le turbolag. Ça exige souvent du carburant premium. Ça ajoute de la complexité. Intercooler, wastegate, blow-off valve, des pièces et des conduites qui peuvent fuir ou lâcher. Et la consommation promesse se volatilise dès que tu conduis avec un minimum d'enthousiasme, parce que le turbo pousse naturellement à appuyer pour aller chercher le boost. Et surtout, un turbo vit dans des conditions extrêmes, des gaz d'échappement qui font tourner une turbine à plus de 100 000 tours par minute, des températures au-delà de 800 degrés Celsius, des paliers refroidis par l'huile qui peuvent cuire si tu ne laisses pas le moteur tourner au ralenti après une conduite appuyée. Quand ça casse, ça coûte cher. Mazda a refusé de suivre le troupeau. Ses moteurs Skyactiv-G atmosphériques motorisent la MX-5, le CX-30 et la Mazda 3 avec une efficacité impressionnante et une fiabilité béton. Le Skyactiv-G 2,0 litres sort 186 chevaux sans suralimentation, annonce 6,5 litres pour 100 km en conduite réelle et affiche un historique de fiabilité impeccable. Toyota a gardé des options atmosphériques à travers sa gamme hybride. La Corolla hybride utilise un 1,8 litres atmosphérique que Consumer Reports évalue à seulement 3 problèmes pour 100 véhicules contre 67 pour la Mercedes classe C Turbo. Honda maintient des moteurs atmosphériques sur la Jazz et sur certains marchés de la Civic. Ces moteurs ne font pas la une des journaux, mais ils ne remplissent pas non plus les dossiers de garantie. La tendance ne s'est pas totalement inversée. La plupart des constructeurs européens restent mariés au turbo pour des raisons de conformité aux normes d'émission. Mais le succès continu de Mazda, Toyota et Honda prouve qu'il existe un marché pour la simplicité. Et à mesure que les soucis de fiabilité liés au turbo s'accumulent, attends-toi à voir d'autres constructeurs reconsidérer leur position. Numéro 6. Le frein à main manuel. Le frein de parking électronique a été vendu comme un confort moderne. Un bouton à la place d'un levier. L'auto-hold, l'engagement automatique. Sauf qu'on a oublié de préciser le point le plus important. Quand un frein de parking électronique tombe en panne, tu n'as plus de frein de parking. Un frein à main manuel qui faiblit, ça se rattrape avec un réglage de câble. Un système électronique qui lâche, c'est une panne totale, souvent direction le concessionnaire. D'un côté, tu as une réparation en 15 minutes. De l'autre, tu as un système complet qui peut te laisser sans solution. Et il y a autre chose. Le frein électronique supprime le contrôle manuel, la modulation possible en urgence et surtout le secours mécanique. Si tes freins principaux ont un souci, un frein à main traditionnel te laisse un backup. Un système électronique te laisse un bouton qui peut ou non répondre. Seulement environ 8% des voitures neuves vendues en Europe proposent encore un frein à main manuel. La fonction a été méthodiquement effacée des modèles grand public. Mais Dacia refuse de suivre complètement. La Sandero et le Jogger gardent un frein à main manuel.
Le nouveau Duster passe à l'électronique sur les finitions hautes, une concession décevante, mais la philosophie reste la même. Simplicité et réparabilité avant la technologie pour la technologie. Et les ventes appuient ce choix. La Sandero a été la voiture la plus vendue en Europe en 2023. Et certains modèles plaisir tiennent aussi la ligne. La Toyota GR86 et la Subaru BRZ gardent le levier. Et la Mazda MX-5 n'envisage même pas de le supprimer. C'est une fonction qu'on tente encore de préserver plutôt que de restaurer. Mais chaque Sandero acheté, chaque MX-5 vendu, chaque GR86 sur la route envoie un message. Les conducteurs préfèrent la simplicité mécanique à la commodité électronique. Numéro 5. La direction assistée hydraulique. La direction électrique a pris le pouvoir parce qu'elle économise du carburant. Plus de pompe hydraulique, donc moins de pertes permanentes sur le moteur. Le gain est réel, peut-être 2 à 3% d'efficacité. Mais le prix à payer, c'est le ressenti. L'hydraulique donne un retour linéaire et progressif et te dit exactement ce que font les roues avant. L'électrique filtre tout à travers des capteurs, du logiciel et un moteur. Les meilleurs systèmes s'en approchent. La plupart n'en approchent même pas. Porsche a subi une révolte des clients quand ses premières directions électriques semblaient mortes, artificielles. La marque a investi massivement pour réinjecter du feedback. Et la 911 actuelle est vraiment excellente, mais ça a pris des années et des années de plaintes. La direction électrique s'est améliorée, mais l'hydraulique est presque éteinte sur le neuf. Ce n'est pas une fonction qui revient. C'est une fonction qu'on a perdue et que les constructeurs tentent maintenant d'imiter par logiciel. Mazda mérite un crédit. Leur direction électrique privilégie le retour d'informations et le ressenti d'une MX-5 rivalise avec des directions hydrauliques d'autrefois. Si tu veux du feeling, teste une Mazda puis un concurrent. La différence est immédiate. Numéro 4. Ce qui était standard et redevient standard. Pendant des années, les constructeurs ont vidé les modèles de base pour afficher des prix d'appel, puis ont facturé en option des choses autrefois incluses. Peinture métallisée, tapis de sol, roues de secours, caméra de recul, des éléments transformés en ligne à 500 €. La réglementation force des reculs. Caméra de recul obligatoire dans l'UE pour certaines nouvelles homologations à partir de 2024, freinage automatique d'urgence requis, limiteur de vitesse imposé. Donc les constructeurs ne peuvent plus faire payer en option de la sécurité que la loi rend obligatoire. Mais la pression la plus efficace vient des marques Value. Dacia met la climatisation, les vitres électriques et un système multimédia de série même sur une Sandero d'entrée de gamme. MG propose des équipements qui coûteraient des milliers d'euros en option ailleurs, tout en cassant les prix. Quand une voiture à 15 000 € est mieux équipée qu'une Volkswagen à 30 000 € sans option, les clients le voient. Et les constructeurs réagissent, lentement, en améliorant l'équipement de série. La Skoda Octavia inclut désormais en standard des équipements que d'autres facturent. Hyundai propose aussi un bon niveau de série. Et même les marques premium commencent à ajuster, parce qu'à force de gratter sur des tapis de sol, elles abîment leur image. Numéro 3, les anti-brouillards avant. Le débat est réel parce que les phares LED modernes éclairent très bien et les systèmes adaptatifs ajustent le faisceau. Dans beaucoup de situations, les anti-brouillards peuvent sembler redondants. Sauf qu'ils servent à une chose que les phares ne reproduisent pas vraiment. Éclairer la route juste devant la voiture en brouillard dense, pluie forte ou neige. Un faisceau large et bas passe sous le brouillard au lieu de renvoyer la lumière dans les yeux. Pourtant, des constructeurs les ont supprimés, remplacés par du décor ou par des capteurs. Le pare-choc est plus propre, le comptable économise, et les conducteurs en Écosse, en Norvège ou dans les Alpes découvrent que leur voiture neuve gère moins bien la météo. Le retour est partiel, parfois en option, parfois via des fonctions anti-brouillard intégrées aux matrices LED, souvent moins efficaces que de vrais anti-brouillards. Si tu vis dans une région où la météo existe, vérifie la fiche avant d'acheter. Une fonction standard en 2005 peut coûter 400 € en 2026, quand elle est encore proposée. Numéro 2. Les boîtes manuelles. La boîte manuelle ne revient pas dans le marché de masse. Cette bataille est perdue. Mais elle survit là où le plaisir de conduite compte. Porsche la propose toujours sur les 911 et 718. Le taux de choix est faible, autour de 10 à 15%, mais Porsche sait que les passionnés y tiennent. BMW a gardé la manuelle sur la M2 après un tollé, même si elle a disparu des M3 et M4 sur la plupart des marchés. La Mazda MX-5 reste manuelle d'abord.
l'automatique en alternative. Toyota a même conçu une boîte manuelle pour la GR Corolla et la GR Yaris. Dans le mainstream, c'est sombre. Focus ST passé à l'automatique, Golf GTI automatique dans la plupart des configurations et les taux de choix manuels sous les 5% rendent l'offre difficile à justifier. Mais le point important, c'est que ça existe encore. Si tu veux une boîte manuelle en 2026, tu peux en trouver. Il faut juste viser les bons modèles et surtout, achetez-les tant qu'elles existent. Chaque achat est un vote. Numéro 1. La liberté de vérifier, d'entretenir et de comprendre sa propre voiture. C'est une fonction méta et c'est celle où la tendance est enfin en train de s'inverser. Pendant 20 ans, les constructeurs ont poussé vers des systèmes scellés, des diagnostics réservés au réseau, des composants verrouillés par logiciel et des abonnements. Ils voulaient te rendre dépendant et que chaque interaction passe par leur centre de profit. Mais le retour de flamme est massif. Le Right to Repair progresse en Europe. L'UE impose une disponibilité des pièces plus longue et un meilleur accès aux outils de diagnostic. Et les exigences d'Euro NCAP sur les boutons physiques reconnaissent une idée simple. Une voiture doit rester utilisable sans diplôme en informatique. Et surtout, le marché parle. Le succès de Dacia prouve que les clients veulent des véhicules simples et faciles à entretenir. La demande pour les voitures anciennes le confirme. L'âge moyen des voitures sur les routes européennes est maintenant de 12,1 ans. Les gens gardent leurs voitures au lieu de les remplacer par des modèles plus complexes. Les fonctions dont on a parlé aujourd'hui ne reviennent pas parce que des dirigeants ont eu une révélation morale. Elles reviennent parce que les alternatives ont échoué. Run-flat qui ont agacé, écrans qui ont provoqué des accidents, systèmes scellés qui ont généré des garanties coûteuses et une mauvaise réputation. Donc ton rôle est simple, continue d'exiger mieux. Achète les voitures qui respectent ton intelligence. Évite celles qui te traitent comme un abonné au lieu d'un propriétaire. La rébellion fonctionne. Et maintenant, il faut la terminer. Ces 11 fonctions représentent la première vague du retour du bon sens. Boutons physiques imposés par la sécurité, roues de secours qui reviennent, commandes de clim qu'on peut utiliser sans tutoriel. Mais la victoire n'est pas complète. La plupart des voitures sortent encore sans jauge d'huile. Le frein à main manuel reste en danger. La boîte manuelle est en mode survie. Les constructeurs ont reculé sur les choses faciles, là où les plaintes étaient les plus fortes et les corrections les moins coûteuses. Le reste, c'est la bataille difficile. Alors dis-le clairement, quelle fonction supprimée tu veux voir revenir en priorité? Quel revirement de constructeur t'a le plus surpris? Parce que cette conversation influence directement ce que l'industrie fera ensuite. Chaque commentaire, chaque partage, chaque décision d'achat envoie un signal. L'industrie écoute. Maintenant, à nous de nous faire entendre clairement.